ميساج دونك اول ديغريشن زول في الاول. Après cet exposé très énergique de Wissam Zizi, je suis très content parce que ça augure quand même, ça contredit une vision générale. Nous avons pour habitude de dire qu'il n'y a pas de relève pour notre génération. Voilà la preuve du contraire. Il y a bel et bien une relève et j'ai bien senti l'empreinte de l'école marxiste et j'en suis très content. C'est une vision bien sûr critique, c'est très rapide, mais les présupposés de la maîtrise de l'analyse sont là. Moi je vais vous présenter deux livres assez rapidement. Alors ce livre-là, La Souffrance, c'est un livre qui est paru en 2016 en France, dans une édition qui s'appelle Ressouvenance, c'est une édition de Paris. Ensuite, j'ai eu la mauvaise surprise, en montant dans la capitale française, de ne pas le trouver en librairie. Je ne l'ai pas trouvé en librairie. Donc j'ai fait le tour, j'ai dû rencontrer l'éditeur, et j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'une association a racheté tout le lot de livres et l'a passé au pilon. Comme ça. Oui. Alors cette association-là, je n'ai pas voulu approfondir les choses, je ne vais pas en dire beaucoup de choses. C'est une association évidemment qui est d'extrême droite française et qui n'a pas intérêt à ce qu'on parle de cette époque. Et ce qui a été dit dans ce bouquin, il parle de l'enfance, ça n'honore pas du tout ni la colonisation qu'on présente comme mission civilisatrice, ni l'armée française avec tout ce qu'elle a commis sous la botte par rapport au peuple algérien. Donc alors le livre rapidement, il est là, il est à disposition, il est composé de 3 parties. Une première partie, donc c'est l'histoire de ce sont des récits d'un enfant, une vingtaine de récits dans la première partie, qui expliquent la vie dans une zone interdite. Nous étions donc du côté de Tazmalt, du côté à l'est à Alaran. Il y a une très grande plaine, de 2000 hectares là-bas, il y a plusieurs familles. Donc on avait été regroupés dans 2 ou 3 maisons qu'ils appelaient les maisons refuges. Et l'armée française se pointait tous les matins pour contrôler qu'il n'y avait pas de flaga. Et dans la nuit, les flagas, ils venaient pour prendre le petit ravitaillement qu'on avait. Donc nous, en tant qu'enfants, on regardait, moi je parle, c'est 1959, 58, 59, donc j'avais 5 ans, 6 ans. On regardait comme ça, comme enfant, on ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de violence, pourquoi il y avait tant de mépris, pourquoi il y avait tant de déchirements, pourquoi il y avait tant de larmes, pourquoi il y avait tant de pleurs, etc. Et pourquoi les hommes n'étaient pas là. Surtout ça qui nous inquiétait, pourquoi on n'avait pas de père. Les pères n'étaient pas là, il n'y avait que des femmes et des enfants. Et puis les hommes, quand on les voyait, c'était dans la demi-obscurité. Le soir, il y a un mousbel qui passe pour prendre un peu de lait ou pour prendre un peu de galette. Donc c'est toute une histoire autour de la zone interdite. Puis arrive un jour, on nous dit c'est terminé. Vous n'allez plus habiter ici. Alors en tant qu'enfant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on allait partir vers un monde qu'on ne connaissait pas. Donc on n'allait plus voir nos chèvres, on n'avait plus de poules, on ne voyait plus les arbres, ni les papillons, etc. On nous a pris dans un camion militaire et on nous a mis au-dessus du village colonial. Alors Tazmalt, c'est un village où il y a le village français, avec quelques Algériens nantis qui étaient pro-français. Et puis au-dessus du village, ils ont mis une zone avec des barbelés. Il y a quelques maisons en toube et des maisons en tôle. Et puis des enclos. Les gens ont mis comme ça des enclos avec des buissons qui servaient de petites écuries, de toilettes, etc. Et on nous a mis là-dedans. Ils nous ont entouré du fil barbelé. Ça, c'est 1959. Alors arriva quelque chose
notre sauveteur peut-être, c'était l'école. Un jour, une ronde de harkis, de soldats français, de soldats noirs, il y avait des soldats sénégalais, ils tapaient à la porte, ils faisaient l'appel. Venez, venez les enfants, ils nous mettaient en rang et ils nous emmenaient. Ils nous emmenaient dans des baraques. C'est des baraques comme ça. Et il y avait un professeur, un instituteur avec un fusil. Il mettait son fusil de côté et il nous faisait des cours de français. Évidemment, on ne comprenait rien du tout. Et comme ça tous les jours. Puis ils ont commencé à nous appâter avec du pain. À vers 10 heures, ils nous donnaient des corbeilles de pain avec du fromage et tout. Donc amis Zamaran, comme des petits agneaux, on a commencé à dire tiens, l'école est intéressante, puisque chez nous c'était la faim, la famine, on ne mangeait pas bien et tout. Et puis ça a commencé comme ça. Bon, je ne vais pas vous faire tout le bouquin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en tant qu'enfant, on était les seuls à avoir l'autorisation d'accéder au village colonial. Donc entre le village colonial et la favela et le bidonville où les Algériens étaient regroupés, village de regroupement, il y avait une porte qui était surveillée par les soldats. Et seuls les enfants qui allaient à l'école pouvaient passer et revenir. Donc on s'est retrouvés avec des missions qui étaient des missions d'adultes sans qu'on le sache. On faisait la révolution sans qu'on le sache. L'après-midi, le matin, ma mère me dit quand tu sors de l'école, tu passes chez le Mohamed Dagli, c'est un épicier. Je passe chez lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me vide mon cartable, il garde mes cahiers dans sa boutique et il me met 2 paires de chaussures dans mon cartable et je les porte sur le dos. Et je traverse devant les soldats. Alors ça va, ça a été bien à l'école, allez, passez. On arrive à la maison, ma mère elle ouvre le cartable, elle enlève les paires de chaussures et je ne savais pas où elle partait, ces paires de chaussures. Parfois c'était des paires de chaussures, parfois c'était du coton et du mercurochrome, des trucs comme ça. Et je retrouvais le lendemain mes cahiers chez l'épicier pour aller à l'école. Donc ça c'était un peu la deuxième partie, d'une dizaine de récits. Et à la fin du livre, il y a un épilogue sur la grande fête de l'indépendance. Alors 1962, c'était la fête, on a eu l'indépendance, c'était la folie pendant 3 mois. On se levait le matin, on montait dans des camions, on partait dans les montagnes, il y avait des commandants qui venaient, qui faisaient des discours. Donc ces discours, c'était quoi? C'était le paradis sur terre. L'Algérie a eu l'indépendance, nous allons rattraper l'Espagne dans quelques années, nous allons être mieux que la France. Nous avons le NIF, le courage, on peut vivre même rien qu'avec le Helfa, etc., etc. Donc, voilà. Donc c'est un peu cette histoire-là qui est dans ce livre-là. Ce sont les récits d'un enfant qui raconte donc sa vision, dans sa vie, dans sa survie durant la guerre de libération. Voilà. Maintenant, on arrive à... Alors, ce livre-là, donc, il est paru en 2016 en France et je l'ai fait reparaître avec un avenant sur le contrat. Alors, l'avenant sur le contrat, c'est quoi? C'est une modification du contrat qui est écrit ici dans le livre. Juste pour vous expliquer un petit truc de culture générale. Quand un éditeur vous fait signer un contrat, vous pouvez à tout moment le changer, ce contrat. Par exemple, s'il y a ici des poètes, des écrivains qui ont des livres, et vous faites publier chez quelqu'un, il tire par exemple 500 exemplaires. Vous avez écrit sur le contrat qu'il tire 500 exemplaires. Puis vous vous rendez compte qu'il a tiré 2000 ou 3000 exemplaires. Donc vous faites un avenant de contrat, c'est-à-dire vous changez la nature du contrat et votre part en tant qu'auteur va singulièrement augmenter. Moi, dans cet avenant, il est écrit que parce que le bouquin n'a pas été distribué en France, j'ai le droit en tant qu'éditeur de le publier en Algérie. Et l'éditeur français a donné son accord dans cet avenant-là pour que je puisse le publier avec le même numéro ISBN international. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à ce bouquin-là. C'est Éternel Katia.
prendre un peu mon papier. Alors, éternel Katia, donc il s'agit de Katia Bengana, qui, je précise, est devenue un symbole de la résistance, de la lutte des femmes, spécifiquement contre l'islamisme, spécifiquement, particulièrement contre le port du voile et l'imposition d'effets vestimentaires qui n'appartiennent ni à l'Afrique du Nord, ni à l'Algérie, ni au Kabyle, ni aux Berbères. Donc cette femme-là est devenue un symbole, et à ce titre, elle n'appartient à personne, ni à sa famille, ni à son quartier, ni à quiconque. C'est un symbole de la lutte des femmes à l'échelle nationale, comme Nabila Djahnin, comme plus loin les Kahina, comme Fadman Soumar, comme d'autres. Donc il nous appartient à nous, qui faisons partie de cette génération, qui avons été plus ou moins dans tous les chantiers depuis l'indépendance, tous les chantiers de la dictature de Boumediene, de Chedri et compagnie. Donc on est un peu cette patte-là. Il est arrivé un moment où nous devons témoigner de notre engagement. Sommes-nous pour ou contre le voile islamique? Sommes-nous pour ou contre l'oppression de la femme? Sommes-nous pour ou contre la liberté de la femme? Sommes-nous pour ou contre l'égalité? Sommes-nous pour ou contre les origines de notre société matriarcale? Et il était temps que l'on mette ça par écrit, que ce ne soit pas uniquement des paroles. Et nous nous sommes engagés dans l'écriture d'un livre. Alors, comment il s'est composé ce livre? À l'origine, je vais vous dire, l'idée de ce livre est venue de la chanteuse Malika Domran. Nous nous sommes rencontrés en 2017, vers le 1er mars, où là, il y avait la célébration, la commémoration d'un anniversaire de la disparition de Katia Bengana. Alors elle m'a dit, est-ce que tu as eu vent que nous avons remis des textes à un écrivain qui devait faire un livre et qui ne l'a pas fait? Est-ce qu'on peut faire maintenant un autre livre? Je lui ai dit, je suis partant, on va faire un autre livre. Si ce livre qui a été à l'origine, qui devait paraître vers 2014, n'est pas paru, pour des raisons matérielles, je ne sais pas. Donc on s'est engagé à faire ce livre-là. Plus tard, d'ailleurs, le livre est paru récemment. Donc il y a 2 livres maintenant sur Katia Bengana, et c'est tant mieux. Katia Bengana mérite une centaine de livres, elle mérite 3-4 films, mérite 5-6 pièces de théâtre, mérite une toponymie. Vous l'avez fait, je vous félicite à Ocas. Il y a une place qui porte le nom de Katia Bengana. Et Katia Bengana, c'est un peu le repère pour toutes ces générations, et Wissam en a parlé. Donc alors ce livre-là, il est parti, on l'a construit, si vous voulez. Je l'ai construit au début, tout seul. Ensuite, j'ai fait appel à beaucoup de monde. Donc au début, je suis parti avec 3 principes pour construire ce livre. Le premier principe, avoir le maximum de contributions féminines dans le livre. Je voulais même avoir la parité, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes auteurs dans ce livre. Je n'ai pas vraiment réussi parce que j'ai fait des pieds et des mains, mais j'ai trouvé le maximum. J'ai réuni 26 contributions féminines contre près 33 ou 34 hommes. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, j'ai voulu que dans ce livre, il y ait les 3 langues. Tamazight, le français et l'arabe dialectal si possible. Donc j'ai réussi, mais c'est disproportionné. Il y a beaucoup plus de textes en français que de textes en tamazight. Et beaucoup plus de textes en tamazight que de textes en arabe. En arabe, j'ai trouvé 3 écrivains qui sont de gauche. Il y a Sarah Haïdar, il y a Hadda Hazm et Moudash Hassan, qui sont des gens de gauche, mais arabisants, qui s'expriment en arabe, et qui sont contre le voile islamique. Ils ont témoigné donc par 3 textes. Sinon, au niveau thématique, il y a à l'intérieur de ce livre, il y a des auteurs, des écrivains.
il y a des poètes, il y a des plasticiens, des gens qui ont donné des toiles où, quand on regarde cette toile, c'est un engagement pictural, si vous voulez, un dessin contre le voile islamique. Il y a aussi un caricaturiste, c'est Aïlouche, qui a donné une caricature. Il y a des analystes, il y a Hamid Salmi, qui est psychothérapeute en France, qui a donné une analyse de la vindicte religieuse et de la propension de toutes les religions patriarcales à écraser la femme. C'est une très bonne analyse, elle est dans ce bouquin-là. Et il y a évidemment des poèmes d'une extrême sensibilité, et il y a des textes mixtes, où il y a prose et poésie. Et il y a même un concept de notre ami Hassani qui parle de prosaire. C'est la poésie, c'est le poème et la prose mélangés. Donc il y a tout ça dans ce bouquin-là. Et ça, donc je viens de vous parler du contenant. Maintenant, le contenu, ce sont des engagements personnels. Chacun a écrit à sa façon, mais je vous assure qu'il y a des pépites à l'intérieur. Il y a vraiment des textes qui font pleurer. Il y a des textes qui arrachent les tripes. Il y a des poèmes qui portent cet espoir-là de contrecarrer cette tendance des religions patriarcales. Et pour finir, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait notre jeune ami Wissem. Nous, les Berbères, les Amazirs, nous avons été très très longuement, et l'histoire l'a dit, les historiens le disent, nous avons été marqués, peut-être à jamais, par la société matriarcale. Nous sommes les enfants de la première mère du monde. Et à ce titre, nous avons porté le génie de la femme, tout comme le génie de l'homme, sans qu'il y ait de contradiction, jusqu'à l'avènement des religions monothéistes. Et plus particulièrement, l'une des plus violentes, c'est l'islam. Si le judaïsme a été conciliant par rapport à la femme, le christianisme aussi a démontré dans certains pays, évidemment il y a des différenciations, mais il y a quand même un rapport à la femme qui est assez humain, disons, entre guillemets. Mais l'islamisme, qui est si vous voulez, un islam édulcoré, mais vers le côté violent, il a imposé un statut à la femme qui n'a pas vraiment évolué par rapport à la matrice de l'islam. Parce que l'islam est sorti des tribus de Quraysh, où la femme était enterrée vivante, et le fait qu'elle ne soit plus enterrée était pour eux une très grande révolution. Mais au lieu qu'elle soit enterrée sous terre, elle a été enterrée dans des habits, dans des tentes, etc. Mais c'est un enterrement quand même. Et je termine par ça en vous souhaitant bonne lecture pour ceux qui acquériront le bouquin. Et je vous remercie.